Lecture de La route de la servitude de Friedrich Hayek, paru en 1944. Chapitre 11. La fin de la vérité. La manière la plus efficace de diriger les efforts de tous vers l'objectif du plan social, c'est d'amener chacun à croire en cet objectif. Il ne suffit pas que tout homme soit obligé de travailler à la réalisation des mêmes buts pour que le système totalitaire fonctionne bien. Il est essentiel que les gens les adoptent. Il faut désigner aux gens un but, le leur imposer, mais il faut aussi qu'ils deviennent un article de foi, une croyance générale qui fera agir les individus avec toute la spontanéité désirée. Si l'oppression dans les pays totalitaires est moins ressentie qu'on ne l'imagine dans des pays libéraux, c'est que les gouvernements totalitaires réussissent très bien à faire penser le peuple de la manière qui leur convient. On y parvient par différents procédés de propagande que nous connaissons suffisamment. Bien entendu, ni la propagande en elle-même, ni sa technique ne sont particulières au totalitarisme. Son caractère et ses effets dans l'État totalitaire sont néanmoins très particuliers du fait que toute la propagande y est employée pour le même but, tous les instruments de propagande étant coordonnés pour influencer l'individu dans le même sens et pour amener la mise au pas de tous les esprits. Le résultat de cette propagande diffère non seulement en ampleur, mais aussi en caractère de celui d'une propagande exercée sous un régime de concurrence, pour des fins variées, par des entreprises indépendantes les unes des autres. Si toutes les sources d'information sont contrôlées par une autorité unique, il ne s'agit plus simplement de persuader le public de préférer une chose à une autre. Là, le propagandiste habile dispose du pouvoir de modeler l'esprit, de diriger les idées dans un sens déterminé, influence à laquelle même les hommes les plus intelligents et les plus indépendants ne peuvent pas échapper à la longue, s'ils sont privés d'une façon permanente de toute autre source d'information. Dans les États totalitaires, la propagande dispose d'un pouvoir extraordinaire sur les esprits. L'effet moral particulier qui en résulte n'est pas dû à la technique, mais à l'objet et à l'étendue de cette propagande. Si cette propagande se bornait à inculquer aux gens le système de valeurs visé par l'effort social, elle ne serait qu'une des manifestations de la morale collectiviste examinée plus haut. Si elle avait pour objet de diffuser un code moral défini et complet, il s'agirait seulement de savoir si ce code est bon ou mauvais. Nous avons vu que le code moral de l'État totalitaire a peu d'attrait pour nous, que la réalisation de l'égalité par l'économie dirigée n'amène qu'une inégalité imposée officiellement, que la plupart des éléments humanitaires de notre morale y sont condamnés à disparaître. Cela peut déplaire, entraîner un bouleversement des valeurs morales, mais ce n'est pas nécessairement tout à fait anti-moral. Certains aspects d'un tel système peuvent même séduire les moralistes les plus sévères du genre conservateur qui peuvent les préférer aux principes moins rigoureux de la société libérale. Les conséquences morales de la propagande totalitaire sont cependant d'une portée beaucoup plus grande. En fait, cette propagande détruit la morale en s'attaquant à la base même de toute morale, au sens et au respect de la vérité. La propagande totalitaire ne peut pas se limiter aux valeurs, aux questions d'opinion, de conviction d'ordre moral, où l'individu se conformera toujours plus ou moins aux conceptions courantes de la communauté. Elle doit aborder des problèmes qui affectent l'intelligence humaine d'une façon différente. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, si l'on veut amener les hommes à accepter les valeurs officiellement désignées, on doit les justifier par des valeurs déjà reconnues, les y insérer, ce qui nécessite des démonstrations de causalité entre moyens et fins. Deuxièmement, la distinction entre fin et moyen, entre le but concret et les mesures prises pour sa réalisation, n'est jamais aussi nette et aussi bien définie qu'elle le paraît au cours d'une discussion générale de ces problèmes. Troisièmement, les hommes doivent approuver non seulement le but final, mais encore les idées portant sur les faits et les possibilités sur lesquelles se fondent les mesures particulières. Nous avons vu plus haut que dans une société libre, il n'existe pas d'accord sur le code éthique complet, sur le système universel de valeurs qu'un plan économique devrait nécessairement comporter. Il faudrait le créer. Mais le dirigeant du plan ne tient pas compte de cette nécessité lorsqu'il aborde sa tâche, ou même s'il en est conscient, il ne peut échafauder d'avance un pareil code. Il découvre seulement, au fur et à mesure qu'il progresse dans son expérience, les conflits qui surgissent entre différentes contingences, et prend ses mesures en conséquence. Le code des valeurs, in abstracto, qui pourrait le guider avant même qu'une décision s'impose, n'existe pas. Il se crée empiriquement en fonction des décisions particulières. Un organisme démocratique, incapable de séparer le problème des valeurs générales de celui des décisions particulières, ne saurait,
dans l'ignorance des détails techniques d'un plan, déterminer le principe des valeurs qui doivent en guider l'exécution. L'autorité dirigeant le plan, qui aura constamment à opter entre différentes solutions sans pouvoir se baser sur des règles morales définies, devra justifier devant le peuple ses décisions, ou du moins lui faire croire qu'elles sont justes. Les hommes qui prennent une décision ne sont peut-être guidés que par un simple préjugé, mais devant l'opinion publique, ils doivent se référer à quelques principes souverains s'ils veulent obtenir non pas une obéissance passive, mais un soutien actif. Pour faire accepter des restrictions, des obligations, le créateur du plan doit tenir compte de la bonne volonté des hommes et présenter son raisonnement sous une forme susceptible de convaincre le plus grand nombre de gens possible. Il sera ainsi amené à construire des théories, à formuler des thèses sur l'enchaînement des faits, qui deviendront partie intégrante de la doctrine gouvernementale. Ce processus de création d'un mythe justificatif n'est pas nécessairement conscient. Le leader totalitaire, par exemple, qui déteste instinctivement les conditions dans lesquelles il vit, désire créer un ordre hiérarchique nouveau plus conforme à son échelle de valeurs. Il sait qu'il n'aime pas le juif qui a trop bien réussi là où lui-même a échoué, qu'il aime et admire les hommes grands et blonds, ressemblant aux personnages aristocratiques de ses lectures de jeunesse. Il sera donc tout disposé à accepter des théories capables de donner une justification raisonnée à ses préjugés, qu'il partage d'ailleurs avec beaucoup d'autres gens. Ainsi, une théorie pseudo-scientifique devient un élément de la doctrine officielle qui, à des degrés divers, guide l'action de chacun. Ou bien une lassitude assez générale à l'égard de la civilisation industrielle et une aspiration romantique pour la vie rurale, liée à une idée de l'aptitude particulière des gens de la campagne à la carrière militaire, peuvent fournir les éléments d'un autre mythe, de celui du sang et du sol. Là, il ne s'agit plus de l'expression des seules valeurs essentielles, mais de tout un ensemble de croyances sur le mécanisme de la causalité. Quand ces notions sont devenues un idéal commandant toute l'activité de la communauté, personne ne peut plus les mettre en doute. De nombreux théoriciens du système totalitaire ont prévu la nécessité d'élaborer de pareilles doctrines en vue de diriger et concentrer les efforts du peuple. Les nobles mensonges de Platon, les mythes de Sorel, servent le même but que la doctrine raciste des nazis ou la théorie de l'état corporatif de Mussolini. Ces conceptions se basent nécessairement sur des interprétations particulières de faits qui sont par la suite transformées en théories scientifiques destinées à justifier une opinion préconçue. La meilleure façon de faire admettre aux hommes l'authenticité des valeurs qu'on leur propose, c'est de les convaincre de leur identité avec celles qu'ils avaient, du moins les meilleurs d'entre eux, toujours appréciés, sans toutefois les avoir auparavant parfaitement comprises ou reconnues. On persuade le peuple de troquer ses anciens dieux contre les nouveaux, en lui faisant croire que les nouveaux dieux lui avaient été révélés depuis toujours par son instinct naturel, mais qu'il n'en avait que confusément senti la présence. La technique la plus efficace pour arriver à cette fin consiste à employer des termes anciens en leur prêtant un sens nouveau. Peu d'éléments du régime totalitaire sont aussi déroutants pour l'observateur superficiel et en même temps aussi caractéristiques pour le climat intellectuel du système que la perversion du langage, la transformation du sens des mots qui expriment l'idéal du nouveau régime. La plus grande victime dans cet ordre d'idées est le mot liberté. On l'emploie dans les États totalitaires aussi généreusement que partout ailleurs. On peut cependant affirmer que partout où la liberté, dans notre acception du terme, a été abolie, ce fut au nom d'une liberté nouvelle qu'on promettait au peuple. Nous avons même parmi nous des gens qui font des plans pour la liberté, nous promettant une liberté collective du groupe. On devine le caractère de cette liberté par le simple fait que ses partisans jugent utile de nous rassurer en disant que l'avènement de la liberté par le planisme n'implique naturellement pas l'abolition de toutes les formes antérieures de la liberté. Le docteur Karl Mannheim, que nous venons de citer, nous avertit que, je cite, « une conception de la liberté calquée sur celle de l'époque précédente fait obstacle à toute compréhension véritable du problème. » Fin de citation. Mais il emploie le mot liberté à faux, exactement comme les politiciens totalitaires. Exactement comme leur liberté, la liberté collective offerte par Mannheim, et non pas celle des membres de la société, mais la liberté illimitée du planiste d'en agir à sa guise avec la société. C'est confondre la liberté avec le pouvoir absolu. Dans ce cas particulier, la perversion du sens du mot liberté a été bien préparée par une longue lignée de philosophes allemands, parmi lesquels on trouve en bonne place de nombreux théoriciens du socialisme. Mais le mot liberté n'est pas seul. Nous avons vu plus haut le même abus des mots, justice, loi, droit et égalité.
On pourrait allonger la liste et y aligner tous les termes courants de morale et de politique. Si l'on a subi soi-même ce processus, on peut difficilement apprécier l'ampleur de la transformation, la confusion qui s'ensuit et les obstacles qu'elle dresse contre toute discussion rationnelle. On comprendrait mieux si l'on pouvait observer deux frères dont l'un embrasserait la foi nouvelle. Après un laps de temps assez court, ils s'exprimeraient dans un langage aussi différent que possible de celui de l'autre, et toute communication entre eux deviendrait impossible. La confusion est d'autant plus grave que le changement de sens subi par des mots n'est pas un événement isolé. Il s'agit là d'un processus continu, d'une technique consciente ou inconsciente employée en permanence pour diriger le peuple. Au fur et à mesure que ce processus se développe, le langage devient totalement vicié. Les mots sont comme des coquilles vides, dépourvus de toute signification définie, pouvant désigner indifféremment une chose et son contraire, et employés uniquement en raison des associations émotives qu'ils provoquent encore. Il n'est pas difficile d'empêcher la grande majorité des hommes de penser d'une façon indépendante. Mais la minorité, qui garde un penchant à la critique, doit être muselée elle aussi. Nous avons vu plus haut que la coercition ne peut pas se limiter à imposer un code éthique sur lequel se baserait le plan qui détermine toute l'activité sociale. De nombreux articles de ce code ne seront jamais formulés d'une façon explicite. De nombreux éléments de l'échelle des valeurs dominantes n'existeront qu'en fonction du plan. Cependant, chaque détail du plan, chaque acte du gouvernement doit être sacro-saint et à l'abri de la moindre critique. Si l'on veut que le peuple soutienne sans hésitation l'effort commun, il doit être convaincu que non seulement la fin poursuivie, mais encore les moyens employés sont justes. La foi proclamée officiellement, obligatoire pour tous, implique l'approbation de toutes les interprétations des faits sur lesquels se base le plan. On ne peut tolérer dans l'État totalitaire ni critique publique, ni même la moindre manifestation de doute, parce qu'elle pourrait affaiblir l'adhésion des masses. Voici ce que disent les web au sujet de la situation dans les entreprises russes. Je cite. Exprimer pendant le travail un doute, ou même une appréhension concernant le succès du plan, est considéré comme une déloyauté, un acte de trahison, en raison des effets possibles d'une telle attitude sur la volonté et les efforts des autres ouvriers. Fin de citation. Lorsque le doute ou l'appréhension publiquement exprimée concerne la réussite de l'ensemble du plan social, il constitue un sabotage encore plus grave. La doctrine officielle s'étend ainsi non seulement à la notion des valeurs, mais encore aux faits et aux théories. Tout l'appareil de diffusion des connaissances, les écoles, la presse, la radio, le cinéma, seront employés pour la diffusion des conceptions, justes ou fausses, qui peuvent renforcer la croyance dans la sagesse des décisions prises par le gouvernement. Toute information susceptible de soulever des doutes ou de provoquer l'hésitation sera interdite. Le seul critère qui servira pour décider si une information peut être publiée ou non sera son effet probable sur la loyauté du peuple envers le régime. Dans un État totalitaire, nous trouvons en permanence et dans tous les domaines une situation connue dans d'autres pays en temps de guerre seulement. La propagande totalitaire supprime toute information, offrant un élément de comparaison avec la situation à l'étranger, suggérant des alternatives possibles au plan en cours, mettant en doute l'infaillibilité du gouvernement ou laissant entendre que celui-ci ne tient pas ses promesses ou ne sait pas tirer parti d'une situation donnée. Par conséquent, il n'y a pas de domaine où le contrôle systématique des informations ne soit exercé et l'uniformité des vues imposée. Ceci s'applique aux domaines en apparence les plus éloignés de la politique, en particulier aux sciences, même aux plus abstraites. On conçoit qu'une recherche désintéressée de la vérité ne puisse être tolérée dans des disciplines traitant directement de l'activité humaine, comme l'histoire, le droit, l'économie. L'expérience a suffisamment démontré que dans des pays totalitaires, ces sciences n'ont pas d'autre objet que de justifier et d'imposer les conceptions officielles. Elles sont même devenues comme des usines productrices de mythes officiels dont se servent les gouvernants pour diriger l'esprit et la volonté de leurs sujets. Il est significatif que dans ces domaines, on renonce même à la prétention de poursuivre une recherche désintéressée de la vérité. Les autorités décrètent ouvertement quelle doctrine doit être enseignée et répandue. Le contrôle totalitaire de l'opinion s'étend à des sujets qui, à première vue, n'ont aucun rapport avec la politique. Souvent, même, il est difficile de comprendre pourquoi on jette l'interdit sur une doctrine et on en autorise une autre, et, chose curieuse, ces préférences et interdictions se ressemblent dans les différents pays totalitaires. En particulier, ils semblent avoir en commun une aversion prononcée pour la science purement théorique, pour la pensée abstraite, aversion d'ailleurs manifestée par un certain nombre de nos savants collectivistes. Présenter la théorie de la relativité comme une attaque sémite contre les bases de la physique chrétienne et nordique, ou la contester
parce qu'elle se trouve en conflit avec le matérialisme dialectique et le dogme marxiste, revient au même. Repousser certains théorèmes de mathématiques statistiques en prétendant qu'ils participent à la lutte des classes sur la frontière idéologique et qu'ils sont le produit du rôle historique des mathématiques au service de la bourgeoisie, ou condamner cette discipline dans son ensemble parce qu'il n'est pas suffisamment garanti qu'elle sert les intérêts du peuple, voilà qui revient à peu près au même. Les mathématiques pures ne sont pas mieux traitées et il paraît qu'on peut attribuer certaines conceptions de la continuité aux préjugés bourgeois. Selon les Webb, la revue des sciences naturelles marxistes-léninistes se réclame des principes suivants. Je cite: Nous représentons le parti dans les mathématiques. Nous combattons pour la pureté de la théorie marxiste-léniniste en chirurgie. Fin de citation. La situation paraît être analogue en Allemagne. Le journal de l'Association nationale socialiste des mathématiciens parle sans cesse du, je cite, parti dans les mathématiques. Fin de citation. Un des physiciens allemands les plus connus, Lénard, titulaire du prix Nobel, a résumé l'œuvre de sa vie dans un ouvrage intitulé Physique allemande en 4 volumes. Il est parfaitement conforme à l'esprit du totalitarisme de condamner toute activité désintéressée. La science pure, ou l'art pour l'art, trouve aussi peu de grâce aux yeux des nazis que des intellectuels socialistes ou des communistes. Toute activité doit trouver sa justification dans un but social conscient. On ne peut tolérer aucune activité spontanée, non dirigée, de crainte qu'elle ne mène à des résultats imprévus, en désaccord avec le plan. Ce principe est valable même pour les jeux et les divertissements. Je laisse le lecteur deviner si c'est en Russie ou en Allemagne qu'on a officiellement adressé aux joueurs d'échecs l'appel suivant, je cite: Nous devons en finir une fois pour toutes avec la neutralité dans les échecs. Nous devons condamner une fois pour toutes la formule on joue aux échecs pour jouer, comme la formule l'art pour l'art. Fin de citation. Nous ne saurions traiter ces aberrations, si incroyables qu'elles paraissent, comme de simples accidents, des sous-produits du système qui n'auraient rien à voir avec le caractère essentiel du totalitarisme. Elles sont tout autre chose. Elles dérivent du même désir de voir diriger chaque chose par une conception d'ensemble du tout. Il s'agit toujours de l'idée générale selon laquelle les connaissances et les croyances des hommes doivent servir d'instruments pour la réalisation d'un but unique. Du moment que la science doit servir non pas la vérité, mais les intérêts d'une classe, d'une communauté, d'un État, la seule tâche qui incombe aux démonstrations et aux discussions est de soutenir et de répandre les croyances qui dirigent toute la vie de la communauté. Comme disait le ministre de la Justice nazi, quiconque émet une nouvelle théorie scientifique doit se demander, je cite, « Est-ce que je sers par là le national-socialisme pour le plus grand profit de tous ?» Fin de citation. Le mot vérité lui-même perd son ancienne signification. Il ne désigne plus une chose qu'il faut trouver en soumettant chaque épreuve exclusivement au jugement de la conscience individuelle. Il signifie une chose imposée par l'autorité, en laquelle on doit croire dans l'intérêt de l'unité d'un effort organisé et qui peut être modifié si les nécessités de cet effort organisé l'exigent. Seule l'expérience personnelle peut donner une idée du climat intellectuel qui résulte de tout cela. Cynisme complet à l'égard de la vérité, disparition de tout esprit de recherche indépendant et de toute confiance dans l'efficacité du raisonnement, transformation de toutes les divergences d'opinion dans le domaine scientifique en questions politiques à trancher par l'autorité. Le mépris pour la liberté intellectuelle ne surgit pas seulement avec l'instauration d'un régime totalitaire. On le trouve partout chez les intellectuels qui professent la foi collectiviste et qu'on considère comme de grands penseurs, même dans des pays vivant encore sous le régime libéral. C'est là le fait le plus alarmant. Non seulement on excuse la pire oppression si elle est exercée au nom du socialisme, non seulement le régime totalitaire est ouvertement défendu par des hommes qui prétendent parler au nom de la science dans des pays libéraux, mais l'intolérance elle-même est ouvertement exaltée. N'avons-nous pas vu récemment un écrivain scientifique anglais défendre l'Inquisition parce que, à ses yeux, je cite, « la science en bénéficie du moment qu'elle protège les droits d'une classe naissante ?» Fin de citation. Cette conception ne diffère pratiquement en rien de celle des nazis qui persécutent des savants, brûlent des livres scientifiques, ou de celle d'autres qui suppriment systématiquement l'élite intellectuelle des peuples opprimés. Ce n'est évidemment pas une innovation de notre temps que d'essayer d'imposer au peuple une foi qu'on estime salutaire pour lui. Ce qui est neuf, c'est l'argumentation employée par de nombreux intellectuels pour justifier cette tentative. Pratiquement, disent-ils, il n'y a pas de véritable liberté de penser dans notre société, puisque l'opinion publique, le goût des masses, sont façonnés par la propagande, par la publicité, influencés par l'exemple des classes dirigeantes et par d'autres facteurs encore. Et ils en concluent
Puisque l'idéal et les goûts de la majorité des hommes peuvent être déterminés par des circonstances que nous pouvons déterminer, autant employer délibérément ce pouvoir pour diriger les idées dans un sens que nous estimons désirable. Il est probablement exact qu'une grande majorité des hommes n'est pas capable de penser d'une façon indépendante et qu'elle accepte sur un grand nombre de questions des opinions toutes faites. Il lui importe peu d'être assujetti à une conception ou à une autre. La liberté de penser ne compte réellement que pour une minorité assez restreinte. Mais cette circonstance ne confère à personne la compétence et le pouvoir de choisir les élus auxquels on accordera cette liberté. Elle n'autorise aucun groupe à déterminer quels seront les gens qui auront l'autorisation de croire et quels seront ceux qui auront l'autorisation de penser. Le fait que sous tout régime la majorité du peuple suit les directives de quelqu'un n'implique nullement que tout le monde doit suivre les directives d'un même chef. Minimiser la valeur de la liberté intellectuelle parce qu'elle ne donne pas à tout le monde les mêmes possibilités de penser d'une façon indépendante, c'est méconnaître les raisons qui font le prix de la liberté intellectuelle. Ce qui est essentiel, c'est qu'elle remplisse ses fonctions en tant qu'initiateur principal du progrès intellectuel, ce qui ne consiste pas à rendre tout le monde capable de penser et d'écrire quelque chose, mais à garantir que toute question ou toute idée puisse être débattue librement. Aussi longtemps que cette liberté existe, on trouvera toujours quelqu'un pour critiquer des idées dominantes et en soumettre de nouvelles à l'épreuve de la controverse. Cette influence réciproque des individus ayant des connaissances et des opinions différentes constitue la vie même de la pensée. Le développement de la raison est un processus social basé sur l'existence de telles différences. La nature même de ce processus veut qu'on ne puisse en prédire les résultats. Nous ne pouvons pas savoir quelle conception ce développement va favoriser. En un mot, nous ne saurions entreprendre de diriger cette croissance par des principes préconçus sans l'entraver en même temps. Vouloir organiser ou diriger selon un plan le développement de l'esprit, voire le progrès en général, c'est une contradiction dans les termes. L'idée selon laquelle l'esprit humain doit consciemment contrôler son propre développement confond l'intelligence de l'individu, qui seul peut soumettre quoi que ce soit à un contrôle conscient avec le processus d'échange auquel ce développement est dû. En essayant de contrôler l'épanouissement de l'intelligence, on ne fait que mettre des bornes à son développement, ce qui aboutira tôt ou tard à une stagnation de la pensée et à un déclin de la raison. La tragédie de la pensée collectiviste apparaît là. Elle procède d'une conception qui met la raison au-dessus de tout et aboutit à la dégradation de la raison parce qu'elle méconnaît le processus dont dépend le développement de l'intelligence. Nous touchons là au paradoxe de toute doctrine collectiviste, de son exigence d'un contrôle conscient, d'un planisme conscient, ce qui impose inévitablement le pouvoir absolu d'un individu. Cependant, c'est uniquement en abordant dans un esprit individualiste les phénomènes sociaux que l'on peut déceler les forces super-individuelles qui commandent le développement de la raison. L'individualisme est donc comme une attitude d'humilité à l'égard du processus social et de tolérance devant les opinions d'autrui. C'est l'attitude exactement opposée à la confusion intellectuelle qui est à la base de l'exigence d'une direction totale du processus social.